Donc, re-bienvenue tout le monde dans notre cours officiel DNF 5111. Dans les dernières semaines, on avait débuté la deuxième moitié du cours. Dans la première moitié du cours, on s'était donné comme but de regarder l'exploitation de bases de données. Puis, une fois qu'on avait, maintenant qu'on a compris l'exploitation d'une base de données, là, dans la deuxième partie, on va plus aller travailler sur la création de nouvelles choses, des algorithmes plus complexes. On avait commencé à regarder ça la semaine passée avec le principe de création de colonnes dans les data frames, les structures de contrôle du côté de programmation. Donc, on travaille plus sur des éléments plus complexes, plus en profondeur. On continue dans cette lignée-là aujourd'hui avec le principe de conception. Donc, jusqu'à présent, quand on a travaillé avec des bases de données, on a toujours travaillé avec une base de données qui était déjà fonctionnelle. Une base de données qui a déjà des tables, qui a déjà dans chacune des tables un nombre de colonnes, qui a déjà des lignes d'information dans chacune des tables. Donc, aujourd'hui, on va aller voir les concepts qui me permettent de faire ce qu'on appelle la modélisation ou la conception de la base de données. Donc, les deux sont synonymes dans notre cas, là. Donc, juste pour se donner un peu l'explication du terme, quand on parle de conception, donc le principe de concevoir de quelque chose, le principe de créer, le principe d'établir qu'est-ce que je veux avoir. Donc, quand on conçoit un schéma d'une base de données ou une base de données, c'est-à-dire c'est quoi les tables que je vais avoir, c'est quoi les colonnes que j'ai besoin, c'est quoi les informations que je veux sauvegarder par rapport à mon problème, parce que le principe de conception, le principe de modélisation, c'est par rapport à je veux avoir un programme qui sauvegarde ça ou une base de données qui sauvegarde telle affaire. Okay, j'ai une opération logistique, je veux savoir sont où mes camions, je veux savoir sont où mes packages, je veux savoir c'est qui mes clients, je veux savoir c'est qui a fait quelle commande, je veux savoir c'est qui mes vendeurs, je veux savoir tout plein d'affaires. Fait qu'il faut se demander qu'est-ce que je vais sauvegarder et comment. Puis, quand on parle le principe de créer le schéma, c'est le principe de la conception du schéma de la base de données. Encore une fois, le schéma, c'est justement la description de c'est quoi les différentes tables, de c'est quoi les différentes colonnes, c'est quoi les types de ces éléments-là. Puis, quand on parle de modélisation, le principe d'un modèle, donc quand je m'en vais puis que je m'en vais m'acheter un modèle à coller d'un avion, d'un bâtiment, le principe c'est que c'est une version réduite de la réalité. Donc, ça représente quelque chose d'autre d'une manière réduite. C'est le même principe quand on travaille avec les bases de données. On a une problématique. Donc, j'ai un problème réel. J'ai un hôpital qui a des patients, qui a des docteurs, qui a des infirmières, qui a du personnel administratif, qui a du personnel de maintenance. Puis, il y a des salles, il y a des horaires, il y a plein de choses qui existent dans la vraie vie. Puis, moi, ce que je veux, c'est d'être capable d'avoir la représentation de la vraie vie, mais dans ma base de données. Puis, c'est de ça qu'on parle quand on parle de modélisation. Je veux modéliser la réalité dans un environnement qui n'est pas cette réalité-là, donc dans un environnement d'une base de données où je vais pouvoir sauvegarder des informations, puis aller les revérifier, puis aller travailler avec ces informations-là. C'est ça qu'on va chercher quand on parle de modélisation. Fait qu'aujourd'hui, on va aller regarder la première étape de la modélisation d'une base de données. Donc, la modélisation d'une base de données se fait en 3 étapes majeures. Donc, on va regarder la première de ces étapes majeures-là aujourd'hui, puis on va regarder les autres étapes dans les prochaines semaines. Donc, le but, la dernière étape, si on saute à la fin tout de suite, là, ça va être d'aller créer les différents schémas dans la base de données. Donc, on va pouvoir aller utiliser des commandes comme le create table, de la même manière qu'on a utilisé le select pour aller créer des table avec un schéma, une forme spécifique dans ma base de données. Mais avant de commencer à aller taper des instructions dans mes logiciels puis de commencer à faire un peu n'importe quoi, il faut s'arrêter puis penser à notre problème avant d'agir. Donc, le principe, c'est que de programmer immédiatement, c'est pas la bonne idée
parce qu'on ne mettra pas nos énergies sur de bien définir la problématique quand on est en train de décrire. Donc, l'idée, c'est qu'on veut avoir des outils qui vont nous permettre d'explorer la problématique, de bien définir la problématique et ses besoins, puis une fois que ça a été fait, de travailler à l'implémentation d'une manière plus facile et conviviale, une fois que la problématique est vraiment bien cernée, bien définie. Fait que pour être capable de se rendre à cette dernière étape-là, la dernière étape, c'était le principe d'écrire le SQL directement. Là. Avant ces étapes-là, on va avoir 2 étapes qui vont utiliser des diagrammes. Donc, le principe de diagramme, c'est des boîtes avec des flèches, OK, puis avec du texte autour qui veut représenter des choses spécifiques. Donc, on va avoir une première étape, ce qu'on va aller regarder aujourd'hui, qui va être la modélisation orientée objet avec le diagramme de classe. Donc, c'est ce qu'on va aller regarder aujourd'hui, comment écrire un diagramme de classe, puis comment prendre une problématique, puis être capable d'utiliser le bon diagramme de classe dans ce qu'on a besoin. On va avoir, fait que là, ici, à cette étape-là, on va penser à qu'est-ce que j'ai besoin. Okay? Ça va être quoi les différentes, là, dans les classes qui vont devenir des tables, c'est quoi les différentes colonnes, on voit que ça s'appelle des attributs à ce point-ci, c'est quoi les différents liens que j'ai besoin de représenter, hein? C'est quoi les données que j'ai besoin dans mon problème. Puis, on va pouvoir seulement se concentrer sur la problématique, pas sur les différentes restrictions qu'une base de données nous apporte. On ne pensera pas aux clés primaires, aux clés étrangères tout de suite. Ce n'est pas le moment de fournir ces énergies-là. Une fois qu'on a notre diagramme de classe, notre première étape, okay, où c'est qu'on conceptualise le problème, puis, si on pense à notre dernière étape, qui est le SQL, okay, qui va être l'écriture des différentes instructions, des différentes commandes qui va créer mon schéma, entre les deux, il y a comme une étape intermédiaire, qui va être un deuxième diagramme, on va l'appeler le diagramme d'entité-relation, ou en anglais le Entity Relationship Diagram, le ERD. Puis, ce diagramme-là, ça va être un diagramme où c'est qu'on va prendre le premier, puis on va pouvoir le traduire. Donc, ça ne sera pas une affaire où c'est qu'on va trop travailler sur penser aux problématiques, c'est plus de la minutie de faire la bonne chose pour être capable de bien remplir les besoins. Ce deuxième diagramme-là, ce diagramme intermédiaire, va avoir il va avoir une conscience des restrictions d'une base de données. Donc, dans la partie conceptuelle de diagramme de classe, on va avoir aucune restriction qui est technique. Ça va juste être, voici ce que je veux. À partir de là, je vais transformer ça en Entity Relationship Diagram qui va avoir une conscience des restrictions. Puis après ça, je vais pouvoir convertir ce diagramme-là en code, en instruction SQL pour être capable de créer le schéma. Fait que c'est ça qu'on va aller regarder dans notre partie de base de données dans les prochaines semaines. Cette partie-là, ça va être une partie qui va être plus sur de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on va voir à la fin qu'on peut construire des diagrammes de classe à partir de mise en situation. Là. C'est pas quelque chose que moi, je vais vous demander de faire dans le cours, ni dans les TP, ni dans l'examen. Ça va être comme évaluation, le principe de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis d'être capable de prendre des décisions ponctuelles, okay, ou d'être capable de faire des transformations plus spécifiques. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de prendre connaissance de c'est quoi le diagramme. On va aussi prendre connaissance de comment est-ce qu'on fait pour en construire un, puis en laboratoire, en atelier, dans les éléments non évalués, on va aller avoir des exercices qui nous permettent de faire ça. Mais c'est pas quelque chose qui va être... la conception d'une base de données n'est pas un élément qui est évalué dans le cours. Donc, de le faire de A à Z. Donc, on va aller évaluer les étapes spécifiques, on va aller évaluer des micro-situations. Donc, il faut quand même écouter le cours. Là. Mais c'est pas... c'est quand même grand, là, la conception. Fait que, habituellement, ce qu'on voit cette semaine, c'est établi sur genre 5 semaines, puis on se pratique sur chacun des éléments. Là. C'est pas... Nous autres, on y va en surface.
Donc, c'est normal que on ne s'attende pas de vous que vous soyez capable de faire ce qu'on fait à la fin d'aujourd'hui, qui est de faire une conception complète. Fait que ça, c'était notre intro de où c'est qu'on s'en va. Hein? Fait qu'aujourd'hui, on va regarder notre première étape, regarder le diagramme de classe pour faire ce qu'on appelle la modélisation orientée objet. Ce qui est intéressant ici, c'est que le diagramme de classe, okay, la boîte puis les flèches, la manière de les écrire, la manière de les utiliser, c'est standardisé. Donc, il existe en informatique une norme qui est la norme UML. Donc, UML veut être un acronyme pour le Unified Modeling Language. Donc, le but de l'UML, c'est d'être capable d'avoir un paquet de différents diagrammes pour être capable de représenter tous les besoins techniques, graphiques qu'on pourrait rencontrer dans le domaine de l'informatique. Fait que ça va être utilisé pour représenter comment stocker des données avec le diagramme de classe. Il y a aussi des principes où c'est qu'on peut avoir une séquence, un diagramme de séquence qui va me permettre de comprendre comment un mécanisme ou un procédé fonctionne. On va avoir des diagrammes de machines d'état pour comprendre c'est quoi la logique d'une solution structurée en informatique. Donc, le principe, c'est que ce standard-là, c'est un paquet de différents diagrammes possibles. Puis, nous, dans notre cas, on va aller en utiliser un spécifiquement, qui va être le diagramme de classe. Donc, c'est tiré ici d'un livre qui est regardé dans un cours de conception qui s'appelle UML at Classroom, qui, c'est eux qui ont fait ces notes-là avec tous leurs beaux dessins. Fait que, on va aller regarder à quoi ressemble ce principe-là, puis comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans la conception d'un système de gestion de données. Donc, avant de commencer à se poser, c'est quoi les différentes classes, puis c'est quoi les différentes tables, les différentes colonnes, les types de données, des choses comme ça, on va revenir, puis se dire, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi le but ultime de toutes ces affaires-là? Puis le but ultime, ça va être de sauvegarder des données. Hein? Donc, vous allez voir dans les différentes étapes, là, chacune des choses qu'on connaît, là, ils vont avoir d'autres noms pour être bien représentés juste à cette étape-là. Donc, nous, quand on sauvegarde des données dans une base de données, l'élément contextuel le plus typique, ça va être une ligne d'information. Une ligne d'information, j'ai un client, il y a le nom, le prénom, la date de naissance, le courriel, des choses comme ça. Ben, quand on travaille avec ce principe-là d'une donnée qui est contextuellement liée, on va parler dans les diagrammes de classe, dans notre première partie de conception, d'objets. Donc là, le principe, c'est que quand on veut représenter une information, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle un diagramme d'objets. Donc, on peut voir ici là, comment on écrit des diagrammes, c'est des carrés avec des informations à l'intérieur. Puis, le principe, c'est qu'il y a des variations sur qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire ou pas. Donc, quand on a différents diagrammes, on va voir qu'on peut écrire différentes variantes. C'est toutes des variantes qui sont valides, dépendamment de est-ce que je veux afficher beaucoup d'informations ou pas à ce moment-là. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que les diagrammes qu'on va être en train de créer, leur but, c'est pourquoi est-ce que j'écris des diagrammes, c'est pour être capable de communiquer de l'information. Puis habituellement, je veux vouloir communiquer cette information-là à un autre être humain. Parce que des diagrammes, je peux difficilement, ou en tout cas, il y a certains logiciels spécialisés, mais en tout cas, habituellement, le but du diagramme, c'est pour présenter un autre être humain, présenter un client, présenter à ton équipe d'ingénierie, puis dire « Hey guys, est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que vous en pensez? » Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Est-ce qu'on a oublié une donnée? Est-ce qu'on a oublié un lien quelconque? Est-ce qu'on a oublié un besoin quelconque? Donc, le but, c'est d'être capable d'avoir un format standardisé que tout le monde comprend qui nous permet de transiger de l'information, de communiquer de manière efficace. Fait qu'on va avoir différentes versions possibles de qu'est-ce que c'est supposé représenter, même si ça représente la même chose. Donc, ça ici, c'est toutes des carrés qui représentent un objet.
même s'ils n'ont pas les mêmes choses décrites aux mêmes endroits, okay, c'est quand même tous des objets. Fait qu'on peut voir ici le principe fondamental du diagramme d'objets, c'est des boîtes, OK? Puis chacune des boîtes représente un ensemble de données que je veux sauvegarder. OK? Fait qu'on peut penser à ça comme étant une ligne de ma base de données future. Fait que si je regarde la version en bas à gauche, ce que j'ai ici, c'est que j'ai deux sections, donc séparées dans le milieu avec une petite barre. Dans la section du bas, je vais avoir les données que je veux enregistrer. Fait que, on va avoir une liste d'attributs. Okay? Donc, on peut penser à ce que ça va être des noms de colonnes, des choses comme ça. Puis, à droite, on va avoir des valeurs, les données que je veux ultimement sauvegarder. Fait qu'on peut voir ici que dans nos 6 représentations, là, on a 2 lignes. La deuxième ligne, c'est la version avec les données écrites directement dans le diagramme. C'est pas obligatoire parce qu'on a une première ligne qui n'a pas ces données-là. Ça veut pas dire qu'ils sont pas là. Ça veut juste dire que je les dessine pas pour ne pas avoir à écrire un paquet d'affaires qui est possiblement pas pertinent pour ma compréhension. Donc, 2 variantes initiales avec des données ou pas de données. OK? Ensuite, on a 3 différentes colonnes qui vont être les variantes sur le texte qui est en haut des possibles données. Donc, le principe, c'est que chaque objet devrait être unique, de la même manière que chacune des lignes dans une base de données a une clé primaire qui représente l'unicité de la ligne. Donc, il va y avoir un nom possible à l'objet pour représenter, voici comme l'identificateur unique de cette information-là spécifique. Okay? Donc, souvent, ça va être un amalgame d'informations, ou sinon juste un numéro, des choses comme ça. Ensuite, on peut avoir ce qu'on appelle la classe, qui est représentée aussi dans le nom. La classe, c'est ce qui va devenir la table. Okay? Donc, le regroupement de toutes les lignes ensemble, le regroupement de tous les objets, c'est ce qu'on appelle la classe. Fait qu'on peut voir ici qu'on a le 2 points suivi du nom de la classe, okay? Du nom de la future table. C'est une variante possible. Puis, on peut mixer les deux pour avoir l'information identifiante, 2 points, le nom de la classe. Donc, toutes ces variations-là sont bonnes pour représenter différents objets. Fait que quand je veux construire, le but en ce moment, c'est de modéliser une base de données, là, j'ai comme des idées de, OK, je veux construire un hôpital, je veux construire une compagnie, puis j'ai besoin de sauvegarder des choses. Je commence à écrire des objets, puis voici les choses que je veux sauvegarder. Tu sais, j'ai un patient, il y a un nom, il y a une date de naissance, OK, j'ai des docteurs, il y a une unité d'accréditation, j'ai des salles d'opération, ils ont des heures d'ouverture, ils ont le nombre de candidats de maintenance qu'ils ont besoin d'avoir en tout temps, des choses comme ça. Là, le principe, c'est que on va avoir des liens qui vont se tisser entre les différents objets. Donc ici, on a un exemple où c'est qu'on a un système de gestion universitaire, donc d'enregistrer les étudiants, d'être capable de savoir à quel cours ils vont, les cours sont dans quelle salle. Donc, je peux avoir ici, une fois que j'ai des exemples d'objets, être capable de commencer à me poser des questions sur les différents liens. Donc, on a ici des liens, des traits directement, rien de plus, qui nous dit comme, OK, ben cet étudiant-là, il est relié à ce cours-là. Puis ce cours-là a aussi un autre étudiant, puis ce cours-là, il est aussi relié à cette salle de classe-là. Donc, on a ce genre de possibilités-là, puis on sait qu'est-ce que nous, ça va donner, parce qu'on a vu qu'on était capable de relier des tables ensemble avec les jointures qui passaient à travers les clés étrangères. C'est des choses qu'on sait où c'est qu'on s'en va, mais ça, c'est comme la version initiale de comment j'y pense, comment je vois les choses. Je dis, quand j'ai un étudiant, je veux savoir il est inscrit à quel cours. Fait que je vais être capable de faire des liens entre chacun. Fait que là, je suis encore dans le principe du diagramme d'objets, mais de commencer à écrire un paquet de données comme ça, c'est pas exactement la chose la plus conviviale que je peux faire.
Premièrement, parce que quand je suis en train de faire la conception de ma base de données, je ne sais pas c'est quoi les données qu'il va y avoir là. Okay? Je peux me donner des exemples fictifs, mais le but, c'est pas d'écrire toutes les données possibles. Ça va être de trouver c'est quoi la structure qui va supporter ces données-là. Donc, une fois qu'on a pensé un petit peu, puis des fois, peut-être qu'on skip complètement le diagramme d'objet, notre but ultime, ça va être de ne pas avoir des diagrammes d'objets avec les données spécifiques, mais bien le schéma, la structure qui va permettre de sauvegarder ces objets-là. Donc, quand on commence avec la conception, on commence à penser à des objets que je vais vouloir chercher, mais moi, ce que je veux écrire, ce que je veux trouver, ça va être la structure de ces objets-là qu'on va appeler des classes. Donc, la classe, ça va me dire, voici les choses, voici les objets que je vais pouvoir sauvegarder, voici leur forme, voici ce que je m'attends qu'il y ait comme information, puis c'est avec ça qu'on va être capable de construire le schéma de la base de données. Fait que si on a un exemple, on a un objet d'une classe où c'est qu'on a le prénom, le nom de famille, la date de naissance, avec des données très spécifiques, mais le but, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux représenter une personne dans mon système. Fait qu'en fait, ce que je vais avoir, c'est une classe qui est la personne, ça ne sera pas personne de spécifique. Puis je vais dire, il va avoir un prénom, il va avoir un nom de famille, ça va être des chaînes de caractères, puis il va avoir une date de naissance, en DOB en anglais c'est Date of Birth, puis on va avoir une date qui va représenter cette information-là. Fait que quand on crée la classe, on va dire que les objets, les données réelles, c'est ce qu'on va appeler des instances de la classe. Là, ici, il va y avoir un élément additionnel qui existe dans le diagramme de classe, qui va être le principe de comportement. Donc, le diagramme de classe est utilisé non seulement pour la création de schémas de base de données, mais est aussi utilisé pour comprendre la structure, puis de planifier l'implémentation d'un logiciel informatique. Donc, on a les attributs qui vont être les données, mais il va aussi avoir les possibilités d'avoir des fonctions, des comportements, des actions représentées dans le schéma, mais nous, on ne fera juste pas l'utiliser cette affaire-là, parce que nous, notre but ultime, ça ne sera pas de faire un logiciel, ça va être de construire une base de données. Fait que nous, quand ça va parler d'opération, quand ça va parler de comportement, on va juste skipper par-dessus parce que ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Fait que quand on va vouloir créer des classes, à quoi ça ressemble? Quand on commence le diagramme de classe, comment on dessine la classe? Fait que on a ici le même principe où on a différentes versions de la classe possible. Ça, c'est comme sa version typique, moyenne. Donc, on va avoir possiblement 3 sections. Donc, une première section qui va être le nom de la classe, qui va ultimement se transformer en tant que nom de table. Au niveau du diagramme de classe, les noms des classes vont avoir toujours commencé avec une lettre majuscule, c'est une convention que tout le monde utilise. Ensuite, on va avoir une deuxième section, donc on a un petit trait. Deuxième section avec une liste d'attributs. Donc, on va voir ça va être quoi qu'on peut mettre dans les attributs. Là. On peut tout de suite voir le nom, 2 points, un type de données pour être capable de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Puis, on a une troisième section qui sont les opérations qui vont être qu'est-ce que je peux aller faire comme action, mais encore une fois, les opérations, ça va juste exister dans la schématisation logicielle. Donc, nous autres, on ne touche pas à ça, on fait semblant que ça n'existe pas. Fait que, on fait des boîtes, on a des attributs, puis quand on écrit des attributs, on ne va pas écrire un paquet de choses à l'intérieur des attributs. Fait qu'il va falloir aller voir la syntaxe des différents attributs. Donc ici, on a une documentation de syntaxe. La documentation de syntaxe, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Si je retourne, on va aller ici, puis on va changer l'écran. Donc, on avait déjà été voir de la syntaxe d'éléments. On avait vu, mettons, la syntaxe du select, qui me permet de dire, OK, j'écris select, puis là, après ça, j'ai des crochets carrés, qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu que des crochets carrés, c'était facultatif. Après ça, on avait vu que des 3 petits points, ça me permettait de répéter des choses. Donc,
ça me dit qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire à quel moment. Donc ça ici, c'est une syntaxe qui est décrite de manière textuelle, mais il y a des syntaxes qui peuvent aussi être écrites de manière graphique. En fait, si on s'en va voir le même select, mais dans un autre dialecte, fait que là, je vais dire SQLite select. Donc, depuis le début, nous autres, on utilise Postgres comme base de données, mais il y en existe d'autres qui ont leur propre documentation aussi. Fait que si je regarde le select d'un autre dialecte de SQL, qui est pour SQLite, c'en est un autre, on peut voir les mêmes informations, hein? Le select, le distinct, le from, le where, des choses comme ça. Mais, à place d'être écrit de manière textuelle, c'est écrit dans un diagramme. Fait que là, le principe, c'est qu'on est capable de suivre, puis là, de savoir, OK, ben j'ai un select, puis là, ben j'ai un choix. Soit que je continue, soit que je descends ici, puis là, je peux écrire différentes versions. Si je m'en vais là, je peux recommencer, puis écrire plusieurs choses à l'intérieur, puis une fois que j'ai ça, je peux écrire le from, puis là, j'ai soit un join, soit une table, OK, là, puis là, je peux voir ici que j'ai juste à suivre le diagramme de séquence. Puis, ça va me donner en tout cas, ça me donne une idée de qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire à quel moment. Fait que c'est ça qu'on a dans notre syntaxe d'attribut. On a un diagramme de séquence qui nous indique qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire, à quel moment, puis qu'est-ce que ça veut dire de l'écrire à cet emplacement-là. Fait qu'on va aller voir chacun de ces éléments-là, ceux qui nous intéressent, parce qu'encore une fois, puisque le diagramme de classe est utilisé d'une manière plus large en informatique, c'est pas toujours utile d'aller voir cette partie-là. Fait qu'on a le début, donc on a chacun des sections. OK? Fait qu'on a un exemple ici. On commence. Fait que le principe fondamental, c'est que je peux soit aller au travers puis l'utiliser, ou sinon le skipper. Hein, la seule affaire que je n'ai pas le droit de skipper, c'est le nom. OK? Puis après ça, nous autres, le type, on peut le skipper, mais nous autres, en tant qu'utilisateurs de base de données, c'est quelque chose d'assez primordial, les données, puis leur type. Fait qu'habituellement, on ne va pas le skipper. Fait qu'après ça, il y a la multiplicité que je peux skipper, une valeur par défaut que je peux skipper, des propriétés que je peux skipper. Fait que là, on va aller voir chacun de ces éléments-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que pour la visibilité, c'est au début, puis c'est un petit symbole, okay? Un petit plus, un petit moins, un petit hashtag, un petit tilde, qui représente la visibilité à l'intérieur d'un logiciel. Fait que ça, c'est quelque chose qui existe seulement au niveau logiciel. Nous, en tant qu'utilisateurs de base de données, c'est pas quelque chose qu'on va regarder. Fait que on peut juste skipper ça. On n'a pas les connaissances ou les outils nécessaires pour être capable de comprendre ni d'utiliser cette fonctionnalité-là. Fait que nous autres, on met ça de côté, la visibilité, on n'utilise pas ça. On a ensuite le slash. Donc ça, le slash, c'est pas mal plus important pour nous. Qui va représenter, donc si, après ça, ici, on a un exemple, là, fait qu'ici, on a genre slash âge. Fait que ce que ça dit, ça, c'est juste avant le nom. Ce que ça dit, c'est que c'est un attribut qui est dérivé. Donc, ce que ça implique, l'attribut dérivé, ça porte bien son nom quand on l'explique, c'est que ça va être dérivé d'une autre information déjà existante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de spécifier cette information-là? Ben, regardons l'exemple, puis essayons d'explorer un peu le mécanisme, le raisonnement derrière. Fait que j'ai ici un attribut, okay, qui est un âge, donc l'âge d'une personne, c'est ça qu'on est en train de vouloir sauvegarder. Puis on dit que cet attribut-là est dérivé de quelque chose d'autre. Si je regarde, ben, j'ai effectivement un autre attribut qui est la date de naissance. Fait que quand on travaille avec des bases de données, une des choses qui va être important de considérer, ça va être de ne pas dédoubler de l'information pour rien. Parce que si je dédouble de l'information, ben là, ça va être à moi de m'assurer qu'à chaque fois que j'utilise cette information-là, ou à chaque fois que cette information-là est changée, modifiée, détruite, il va falloir que j'aille changer l'autre version aussi, okay, que je la garde à jour, que je fasse des check-ups pour garder l'intégrité des données correctes. Fait que, quand on a quelque chose qui peut être calculé, hein, parce que le principe, c'est que si j'ai la date de naissance, je sais c'est quoi l'âge. Je peux le calculer. Je peux avoir une fonction mathématique qui va être capable de faire ces opérations-là. Donc,
quand on a des informations qui sont pertinentes, parce que d'avoir l'âge de la personne, c'est quelque chose de pertinent. Je veux l'avoir quand j'ai un petit pop-up, ça dit il y a tel âge, blablabla. Fait que cette information-là, c'est quelque chose que je veux avoir, mais que je ne veux pas sauvegarder en tant que donnée directe dans mon système. Hein, ça va être une fonction, ça va être une opération mathématique. Donc, dans ces cas-là, on peut spécifier que c'est une information qui est dérivée. Fait que, première possibilité, dérivée. Ensuite, on va avoir le nom de l'attribut. Donc, quand on travaille dans les diagrammes de classe, on va utiliser une convention qui s'appelle le camel case. Donc, on a toutes des lettres minuscules, sauf quand on veut avoir un attribut qui utilise plusieurs mots. À la place d'avoir un espace, je vais utiliser une lettre majuscule pour spécifier que c'est comme le deuxième mot. Hein, fait qu'on peut voir first name, le N est utilisé pour dire voici un deuxième mot. Hein, quand on a le person's number, hein, le N est en majuscule pour dire que c'est le prochain mot, sans avoir à utiliser des espaces, parce que des espaces, c'est toujours fatigant en informatique quand on veut sauvegarder des choses avec des espaces. Fait que on a le nom de chacun des attributs. Ensuite, on en a un qui est facultatif, là, mais que nous autres, il sera, on se dit qu'il ne l'est pas vraiment, là, qui va être le type. Fait qu'ici, on peut voir que j'ai un cercle qui indique que je l'écris littéralement. Donc, il faut que j'écrive 2 points, suivi du type. Fait que là, puisqu'on est à un niveau conceptuel, diagramme de classe, on veut travailler avec habituellement des logiciels, on va pouvoir utiliser les types à un niveau de programmation. Avec les types qu'on a vus, mettons en Python, avec le string, avec le int, avec le float, okay, avec le boolean, c'est des choses qui vont être utilisées comme type de données dans la classe. Il va aussi avoir la possibilité d'avoir des types plus complexes, mais nous, puisqu'on ne fait pas un cours purement de conception, là, nous autres, on ne s'arrêtera pas trop là-dessus, mais on a la possibilité d'avoir, mettons, des énumérations. Okay, une liste de valeurs possibles pour dire, ben, à la place d'avoir une chaîne de caractères, je te dis, ça ne sera pas une chaîne de caractères, ça va être une liste de valeurs possibles, ça peut juste être ceux-là. Okay? Donc, il existe différentes variations qui me permettent d'avoir des types plus funky quand on est plus outillé. Fait que, on a le type, le 2 points, le type, ça va bien. Ensuite, on va avoir la possibilité d'avoir de la multiplicité. Donc, la multiplicité, c'est d'être capable de dire, ben, ça se peut que dans cet élément-là, j'avais besoin de sauvegarder plus qu'une donnée. Encore une fois, c'est quelque chose que on ne verra pas, nous, quand on travaille avec des bases de données, parce que le principe, c'est que nous autres, ça s'en va dans une table, il va y avoir un nombre de colonnes, le nombre de colonnes est extrêmement défini. On ne peut pas dire, ben là, cette colonne-là, ça se peut qu'elle se sous-divise en 2-3 colonnes. Là. Il n'y a pas de mécanisme facile pour ça. Dans le SQL standard, dans le SQL plus moderne de nos jours, il y a des variations, mais c'est pas ça nous autres qu'on voit ici. Là. Mais quand on décrit la classe, on va pouvoir le faire. Puis ce principe-là, cette syntaxe-là de multiplicité va revenir, fait que je veux l'avoir avec vous dès maintenant. Donc, on a le principe de, après le type, on va pouvoir avoir des crochets carrés pour indiquer la multiplicité, mais à l'intérieur, on va avoir un range. Une plage possible de nombre de données que je veux sauvegarder. Si je mets rien, c'est que chaque attribut a une donnée. Hein? Fait que si j'ai le first name, je ne marque rien, c'est qu'il y a un string. Si le date of birth, c'est date, c'est qu'il y a une date. Mais si j'ai l'adresse, c'est un string. Puis là, ici, je mets entre crochets carrés 1, 2 points étoile. Ce que ça représente, c'est que la première valeur représente le nombre minimum de données à sauvegarder. Fait ici, ça dit que j'ai une adresse minimum, mais que je peux avoir jusqu'à... Puis là, quand on utilise l'étoile, c'est qu'on n'a pas de limite supérieure. Okay? Donc, ça dit que j'ai de 1 à une infinité d'adresses. Si je voulais un système qui sauvegarde, mettons, juste 3 adresses maximum, ben j'aurais mis 1, 2.2, 3. Là, ça l'aurait dit, j'ai de 1 à 3 adresses dans le système. Si tu veux plus que 3 adresses, le système n'est pas capable de gérer ça. Donc, on va voir le principe de multiplicité avec les 2 points. Là. C'est quelque chose qui va revenir. Fait qu'on peut voir ici, on a le minimum, 2 points, avec le maximum.
Mais il y a des variations à ça. Donc, premièrement, on a l'étoile qui me permet de dire ça, c'est une valeur maximum infinie. Puis, on a aussi le principe que si, mettons, je mets de 0 à l'étoile, on a un raccourci syntaxique où c'est que j'ai le droit de juste mettre l'étoile. Donc, de dire que j'ai aucune donnée jusqu'à une infinité de données, de juste mettre l'étoile tout seul, c'est juste un raccourci syntaxique qui me permet de dire c'est ce nombre-là. Même principe, si j'ai juste un nombre directement, pas de 2 points, on peut voir ici, on peut skipper puis avoir juste le max. Ça va dire, voici le nombre exact d'éléments que j'ai besoin. Fait que je pourrais dire crochet, 4 crochets. Ça dit que j'ai 4 adresses, puis il faut que j'aie 4 adresses. Je ne peux pas avoir 2 adresses, je ne peux pas avoir une adresse. J'ai 4 adresses, puis j'ai besoin des 4. On a ensuite le principe de valeur par défaut. Donc, quand on va vouloir insérer des nouvelles données, des fois, il y a certains attributs qui n'ont pas besoin d'être spécifiés. Okay? Donc, un exemple typique, quand, mettons, je décide d'ouvrir un nouveau compte de banque. Hein? Le compte de banque, il va avoir mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon numéro d'assurance sociale, mon numéro de client à la banque. Donc, toutes ces données-là, il faut qu'ils soient rentrées pour qu'ils soient fonctionnels. Mais je vais aussi avoir un solde à mon compte de banque. Mais quand j'ouvre le compte de banque, je n'ai pas besoin, le créateur, le caissier à la banque, il n'a pas besoin de dire c'est quoi mon solde. Quand j'ouvre le compte, le solde, il va être à 0. Il n'y a pas personne qui se pose des questions là-dessus. Fait que quand on veut représenter ce principe-là, qu'il y a une valeur par défaut quand on crée une nouvelle instance, une nouvelle donnée de ce type-là, on peut utiliser un égal avec la valeur spécifique. Donc ici, on peut voir que quand on a une personne, la personne a un password, puis là, il y aurait un password par défaut qui est PW123. Là, ici, on va voir que dans les exemples, on ne jugera pas la qualité du modèle, on va juste aller voir la syntaxe puis la documentation, parce que d'avoir un système qui génère des passwords automatiquement puis que c'est toujours le même password, mon petit cœur d'informaticien bat très fort devant cette possibilité-là. On va juste aller regarder la technicalité, pas la qualité du modèle. Dernière chose qui est possible, ça va être le principe d'avoir des propriétés. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui va être plus du côté logiciel, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut facilement implémenter dans des bases de données, mais on peut aller dire des choses comme unique. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on est capable d'implémenter dans la base de données. On peut dire que c'est en lecture seule, donc une fois que c'est rentré, je ne peux pas la modifier. Tu vois, ça, c'est des choses qui sont plus difficiles à gérer dans une base de données. Fait que ça, les propriétés que tu peux mettre entre accolades, mais par contre, il y a un élément intéressant qu'on peut aller voir dans la syntaxe. Le principe, c'est que je peux boucler cet élément-là. Hein? Je peux suivre la flèche, puis là, je reviens, je mets une virgule, puis là, je peux avoir une autre propriété. Je mets une virgule, j'ai une autre propriété. Je mets une virgule, j'ai une autre propriété. Fait que c'est intéressant de regarder la syntaxe, la documentation de la syntaxe pour être capable de voir ça plus tard, mais les différentes propriétés spécifiques, c'est pas des choses que nous, on va utiliser tant que ça. Ensuite, si on revient en arrière, hein, on avait aussi les opérations. Fait que les opérations ont leur propre syntaxe, mais encore une fois, le principe, c'est que nous, on n'utilisera pas les opérations. Fait qu'on peut juste sauter ça, puis s'en foutre un petit peu. Même principe pour les variables de classe, c'est quelque chose qui existe seulement au niveau logiciel. Donc, nous, on n'a pas besoin de gérer ça. Fait qu'on arrive à être capable de décrire des classes. Puis, encore une fois, un peu comme les objets, on va avoir des variantes possibles. Hein, parce qu'on se souvient, le but du diagramme, c'est d'être capable de communiquer de l'information d'une manière flexible et efficace habituellement à un autre être humain. Donc, on peut avoir la full classe avec ce qu'on dit à grain fin, là, donc la granularité est très grande, toutes les différentes options possibles, ou sinon on peut avoir comme une version abrégée avec genre juste le nom sans les types, ou sinon on peut même avoir une version très sommaire avec juste le nom de la classe. Toutes ces variantes-là contiennent la même information, c'est juste qu'on décide de la montrer ou pas. Puis on va voir que ça va être utile quand on veut commencer à avoir des diagrammes qui vont avoir plein de liens,
peut-être que c'est pas le moment de surloader l'image avec toutes les différentes propriétés. On peut avoir ça dans un autre diagramme à côté, un autre dessin, puis se concentrer, mettons, sur les liens, sur les différentes flèches que je vais mettre, des choses comme ça, avec juste le nom des classes. Donc, on a différentes versions possibles, puis il n'y a pas de limitation sur lequel j'utilise, ça dépend de ce que je veux faire. Super, fait qu'on est capable de créer différentes classes. Le prochain sujet, ça va être le principe d'association, d'être capable de relier des classes ensemble. Mais avant de faire ça, on va aller se prendre une première petite pause. Donc, on prend une petite pause, puis on va revenir, mettons, à 58. Fait que pause. Retour à 18h. On va dire 19h juste pour avoir le temps. Être sur rond. Pour aller regarder les différentes associations dans un programme. Fait que on se revoit dans 13 minutes. À tout de suite. Fait que on va vouloir aller regarder, une fois qu'on a le principe de classe, le principe d'association. Donc, les associations, on va aller voir le principe derrière. On a ici deux exemples. Okay? Donc, deux parties pour bien comprendre c'est quoi le but des associations. Donc, on a deux diagrammes différents. On a le diagramme du bas qui représente un diagramme d'objets. Okay? Donc, qui représente des données réelles, puis les liens que ces données-là vont avoir. Donc, ici, j'ai des exemples où j'ai des professeurs, puis j'ai des étudiants. Puis là, je suis capable de dire, ben, ce professeur-là est relié, okay? Donc, à cet étudiant-là. Cet étudiant-là est relié à certains professeurs. Cet étudiant-là n'est relié à aucun professeur. Donc, c'est aussi possible. Il vient juste d'être inscrit, il n'a pas encore donné de cours, il n'a pas encore pris de cours. C'est toutes des choses qui sont possibles. Donc, on a les données elles-mêmes qui vont me permettre de voir c'est quoi les différentes opérations possibles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir un diagramme d'objets, parce qu'on ne peut pas juste représenter toutes les données possibles, toutes les variations possibles. Fait que ce qu'on va avoir, ça va être dans le diagramme de classe, on va être capable de faire des liens entre les différentes classes, ce qu'on va appeler des associations, qui vont nous permettre de dire, ben, cette information-là devrait être liée à celle-là, puis là, on voit qu'il va y avoir plein d'options, encore une fois, autour de ça, pour être capable d'expliquer est-ce que j'ai le droit de passer d'une information à l'autre, c'est quoi la multiplicité, qui c'est qui fait quoi. Donc, on va aller regarder ensemble toutes ces différentes variations-là pour être capable de bien comprendre comment est-ce que les associations fonctionnent sur le diagramme de classe. Donc, le principe, c'est qu'on a différents types d'associations. Donc, on va commencer avec l'association la plus typique, qui est l'association binaire. Okay? Le binaire, le binôme dans cette association-là, c'est qu'on a deux classes qui sont associées ensemble. Donc, on va avoir un trait entre les deux, puis le trait va avoir plusieurs options. Donc là, on va juste voir c'est quoi le nom des options, puis après ça, on va aller dans les détails de chacun. Donc, premièrement, sur le trait lui-même, on peut avoir soit un petit X ou une petite flèche ouverte, ce qui va représenter une navigabilité ou une non-navigabilité. Donc, le principe de navigabilité, c'est directement sur le trait. On va aussi avoir un nombre, okay, ou une étoile, ou en fait un range, une plage, avec le quelque chose, deux points, quelque chose d'autre, ou sinon juste l'étoile qui va représenter la multiplicité. Donc, on a aussi la petite étoile multiplicité. On a aussi le nom de l'association. Donc, des fois, on veut expliquer pourquoi est-ce que je relie ces deux classes-là ensemble. Donc, je peux avoir un nom à l'association. Puis, je peux avoir aussi un sens de lecture.
Donc, habituellement, tu vas lire de gauche à droite, mais dépendamment de comment tu as fait ton diagramme, ça se peut que tu aies plein d'autres classes, puis là, ça se peut que ça soit dans une autre direction. Fait que tu peux avoir une petite flèche qui dit, ben, il faut le lire dans ce sens-là. Fait que là, c'est le professeur donne des cours pour des étudiants. Puis le dernier, ça va être le principe d'un rôle. Donc ici, il y a la visibilité un petit plus. Là, nous autres, c'est la visibilité, hein, c'est quelque chose qu'on a vu dans les attributs. C'est pas quelque chose que nous, on utilise parce que c'est majoritairement dans les logiciels. Fait que le petit plus, on peut le mettre de côté. Mais on a le rôle qui va me permettre de dire voici ce que les objets de cette classe-là, les instances de cette classe-là, représentent pour l'autre objet. Fait que pour un étudiant, le professeur, ce qu'il représente, c'est l'enseignant. Okay, le lecturer en anglais. Donc, on a toutes ces variations-là. On va aller regarder c'est quoi les possibilités, quand est-ce qu'on l'utilise, pourquoi est-ce qu'on l'utilise de chacun de ces éléments-là ensemble. Donc, on a le principe de navigabilité. Donc, la navigabilité, ça va être en gros d'indiquer est-ce que j'ai le droit d'aller retirer l'information d'une classe à un autre. Donc, nous, ce qu'on entrevoit, là, ce qui va arriver, ça va être le principe d'avoir des clés étrangères de disponibles pour revenir puis remonter l'information. Donc, pour que ce soit navigable, plus tard, hein, pas à cette étape-ci, là, on va avoir des clés étrangères. Nous autres, on fait juste représenter ça par un lien. Fait que le principe, c'est que ça se peut que ce soit pas navigable dans un sens, puis que ce soit seulement navigable dans l'autre. Comment est-ce qu'on lit ça? Donc, dans la majorité des choses, avec le diagramme de classe, on va lire les choses à la destination. Donc, si je veux savoir comment je navigue de A jusqu'à B, ben, je vais lire l'élément à la destination. Donc, de A à B, j'ai une flèche, ce qui indique la navigabilité. Donc, ça veut dire que je peux passer de A puis aller chercher les informations qui sont connexes à B. Mais si je regarde l'inverse, de B, si je veux aller voir les A qui lui sont reliés, en ce moment, dans la modélisation présentée, ce n'est pas disponible. Je ne peux pas accéder aux A qui sont reliés à mon B si j'ai juste l'information de ma classe B, de mes objets B, de ma table B. On a aussi la possibilité de ne mettre aucun élément. Donc, dans ce cas-là, c'est une représentation synonyme à avoir des flèches dans les deux sens. Que la navigabilité, elle est bidirectionnelle. Il y a des variations possibles dans la norme UML, mais nous autres, habituellement, le monde moderne de conception essaye de simplifier les choses. Donc, le petit X, on va habituellement pas vraiment le voir. On va avoir juste une version où c'est que j'ai juste une flèche dans un sens. Puis c'est donc implicite dans ce cas-là que le petit X est là. Sinon, je fais juste pas mettre de flèche ou de X, puis ça va être représentatif de la bidirectionnalité. Fait que premier élément, navigabilité, me permet de dire est-ce que j'ai le droit d'aller accéder aux informations ou pas derrière. Il faut faire attention à une erreur typique là, quand on fait ce genre de gestion-là. Ça va être d'avoir, là ici on a deux schémas différents. On en a un avec le lien d'association et la navigabilité. Puis on en a un autre où ça va utiliser en fait la classe comme étant une liste d'éléments que ça me dit, ben voici ma liste de professeurs. Puis ça va être à proscrire. On ne veut pas utiliser cette version-là parce que, encore une fois, le but des diagrammes de classe, ça va être de représenter le plus d'informations possible d'une manière visuelle pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse bien attraper les informations de manière efficace. Donc, à chaque fois qu'on a un lien, à chaque fois qu'on a une information qui est connexe, on va vouloir utiliser les associations pour être capable de faire ça. On va aussi avoir sur ces liens-là le principe de multiplicité. Donc, quand on a des liens, on va être capable de dire combien d'informations peut être reliées à un élément de cette classe-là vers l'autre classe.
Je m'explique. Admettons que j'ai une liste de clients, OK, puis que j'ai une liste de reçus de vente. Fait en tant que client, moi, je peux avoir plusieurs reçus de vente. Hein? J'ai fait plusieurs achats. Mais chaque reçu de vente est juste associé à un client. Hein? Fait que cette variation-là de c'est combien j'ai de liens contextuels doit être représenté dans la conception. Donc, comment est-ce qu'on fait pour représenter ce nombre de liens possibles-là? Ça va être avec la multiplicité, avec les valeurs qui vont être écrites sur les embouts de l'association. Fait que sur ces éléments-là, on va avoir une plage de multiplicité, comme on a vu tantôt. Donc, soit une valeur directe qui dit il y en a exactement ça, ou sinon une plage avec une valeur minimum, 2 points, une valeur maximum. La valeur maximum peut avoir l'étoile d'utiliser, qui va représenter un nombre infini maximum. Puis, on va avoir aussi l'étoile tout seul, qui est synonyme à 0, 2 points, 2 points, étoile. Donc, de aucun lien à une infinité de liens. Fait que si je regarde ces diagrammes-là, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est écrit. Donc, j'ai ici l'enseignant, le lecturer, j'ai des assignments, des devoirs, puis là, je peux voir ici que c'est marqué 1 étoile. OK? Fait que comment est-ce que je fais pour lire ça? On va le lire toujours d'un côté, j'ai un élément, puis j'ai le droit d'avoir tel nombre de liens, encore une fois, à la destination. Donc, ici, si je veux comprendre qu'est-ce qui est écrit, je vais dire un enseignant, OK? Puis quand je pars de quelque part, c'est toujours un enseignant, va pouvoir avoir combien de devoirs? Il va pouvoir avoir une infinité de devoirs. Donc, l'enseignant peut exister, puis il n'y a aucun de devoir assigné dans le système, ou l'enseignant peut exister, puis il peut avoir 100 000 devoirs d'assignés dans le système qu'il a créé, okay? Qu'il a donné, qu'il a fourni. Puis, si je regarde dans l'autre sens, un devoir, okay? Fait que quand on se pose la question de multiplication, on part tout le temps de un élément, j'ai le droit d'avoir combien de liens? Pour un devoir, j'ai un enseignant. Donc, chaque devoir dans ce système-là qui est modélisé, chaque devoir est la responsabilité d'un seul enseignant. Donc, c'est comme ça que je suis capable de lire la multiplicité sur le diagramme de classe. Si on regarde le deuxième, on a l'enseignant qui va donner des cours. Puis le principe, c'est que l'enseignant va donner de 1 à 1 une infinité de cours. Puis ce qu'on dit ici, c'est qu'un cours est donné par un ou plusieurs enseignants. Donc ici, dans la modélisation, ça veut dire qu'on peut avoir du co-enseignement, 2 profs qui se pointent durant la même heure de cours, des choses comme ça. C'est ce qui est modélisé, hein, c'est ce qu'on a décidé. Encore une fois, le principe du diagramme de classe, le principe de la conception, de la modélisation, c'est de prendre des décisions sur qu'est-ce que je veux faire, sur qu'est-ce que je veux représenter. Donc, on a cette réalité-là quand on travaille avec ces éléments-là. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Dernière chose, on va rejaser de l'association unaire dans un instant, mais le principe, c'est qu'on peut avoir aussi, en plus de la multiplicité, on peut avoir le rôle. OK? Donc, encore une fois, si on retourne voir notre exemple un petit peu plus haut, on peut avoir le rôle d'un sens, puis, encore une fois, le rôle se lie à la destination. Donc, pour un étudiant, le professeur est l'enseignant ou son enseignant. OK? Donc, on peut avoir le rôle qui est indiqué, on va le lire à la destination de cet élément-là. Parfait. Regardons quelques spécialisations des associations. Donc, on a la possibilité de vouloir représenter une association, mais qui va être un choix entre plusieurs classes. Donc, ici, on a, si on regarde, un examen. Puis l'examen peut être donné à différents endroits qui vont être possiblement différentes classes. Donc, il y en a une qui est, mettons, un bureau, puis il y en a une qui est une salle de classe.
Mais là, le principe, c'est que l'examen peut être donné à une place ou l'autre, pas les deux en même temps. Donc, on va vouloir représenter cette association-là d'une manière spéciale pour bien indiquer que c'est un ou exclusif. Hein, donc, c'est celui-là ou celui-là, pas les deux, c'est un ou l'autre. Donc, le ou exclusif, ou en anglais, on appelle ça le exclusive or, ou plus communément appelé le XOR, donc le exclusive or, mais tu le mets en un mot, c'est un XOR. Donc, quand je veux représenter ce choix-là, je vais pouvoir mettre un lien entre les deux, puis juste littéralement mettre entre accolades le mot XOR entre les deux. Fait que là, ce que ça dit, c'est que quand je vais avoir un lien d'un examen, ça peut soit être vers un bureau, soit vers une salle de classe. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Puis là, le principe, c'est qu'on a quand même la multiplicité pour chacun. Donc, l'examen est soit dans un bureau, soit dans une salle de classe, pas les deux en même temps. Mais le bureau peut avoir plusieurs examens, la salle de classe peut avoir plusieurs examens qui ont été assignés à cet endroit-là. Donc, dans les associations binaires, on a le principe du XOR. On a ensuite l'association unaire qui peut être intéressante. Donc, l'association unaire, ça va être une association sur elle-même. Okay? Donc, une personne est reliée à une autre personne qui est possible. Là, encore une fois, je ne ferai pas une intervention sur la qualité du modèle extrêmement hétéro-normatif monogame, mais on a ici la représentation d'un modèle où on a des personnes, puis les personnes sont mariées à de 0 à 1 mari, puis une personne peut être mariée à de 0 à une femme. Donc, on a cette représentation-là de l'association unaire. Un autre exemple d'association unaire, c'est dans une hiérarchie, admettons, de gestion. Hein? Donc, j'ai un boss que lui, il a plusieurs employés. Donc, l'employé peut avoir un boss et géré par un boss. Puis cette personne-là est gérée par telle autre personne. Puis cette personne-là est gérée par... Puis c'est tous des liens entre d'employé à employé. Donc, on a toutes ces variations-là possibles. Fait qu'ici, des questions qui sont intéressantes à se poser, encore une fois, en faisant fi de la qualité de la conception, en seulement regardant la technicalité de celle-ci. On peut regarder c'est quoi les différentes diagrammes possibles d'objets qui vont venir avec ça. Fait que là, le principe, c'est que j'ai deux ici personnes qui sont Frank et Mary. Puis là, je peux voir ici que Frank est relié à Mary avec le rôle de femme. Fait qu'ici, d'une personne, j'ai Frank qui est relié à une femme, ça va bien. Puis Frank est relié à 0 mari, ça va bien aussi. On a... Fait que cette représentation-là est une représentation légitime de ce modèle-là. Deuxième possible, on a David qui est tout seul, qui n'a aucune association. Fait qu'on peut voir ici qu'il va être relié à 0 wife, 0 husband. C'est aussi une représentation valide de notre élément. Là, on va avoir un petit problème pour une première mauvaise représentation où on a Larry qui va avoir ici 2 différentes femmes, ce qui n'est pas permis dans le modèle. Encore une fois, pas de qualité du modèle, hein, parce qu'il y a juste de 0 à 1 lien possible. Donc celui-là, il est pas... Ça marche pas, là. OK? Donc, de ce côté-là, eux autres sont juste reliés à un mari, ça fonctionne, mais qu'une personne soit reliée à 2, ça ne fonctionne pas. Autre chose intéressante, c'est que même si on essaie de faire le meilleur modèle possible, des fois, le modèle peut être problématique dans ses règles. Donc ici, on a un exemple où c'est qu'on a Charles, puis Charles est lui-même son mari et lui-même sa femme. Le principe, c'est que ça peut être n'importe quelle personne. Hein? Ça peut être lui-même aussi. Donc,
notre dernier exemple ici est valide dans la représentation du modèle et pas valide sûrement dans qu'est-ce que je voulais représenter comme règle. Hein? Donc, il faut faire attention aussi. C'est pas parce qu'on a un modèle qu'on pense qui est parfait qu'il n'y a pas des situations un petit peu loufoques qui peuvent venir s'introduire. Donc, habituellement, il va y avoir, quand on va être rendu au niveau de la base de données, on va avoir des règles additionnelles qui vont pouvoir être implémentées pour s'assurer de la validité de nos données puis la validité de notre représentation. Fait que ça, c'était pour... on a eu les associations binaires, on a les associations unaires, ben, on a les associations n-nières. Okay? Donc, quand on en a plus que deux. Donc, on a ici un exemple d'association ternaire ou quaternaire ou ainsi de suite. Ce n'est pas des choses qu'on va voir souvent dans des bases de données parce que c'est très difficile à transformer en table par la suite. Mais il y a certains éléments. C'est possible que ça soit transformé juste avec un petit peu de travail. Fait que on a ici 3 différents éléments. Un enseignant, un examen, un étudiant. Puis là, on peut voir que on a ici un gentil losange, okay, qui représente le point de connexion entre chacun. Fait que là, ce qu'il faut être capable de dire, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour lire ces différents éléments-là. Fait qu'on garde le principe qu'on va toujours lire à la destination quelque chose. Puis, dans le doute, on prend un élément de chacun. Fait que ce qu'on dit, c'est que pour... mettons qu'on veut lire la navigabilité. Je vais dire pour un enseignant et un examen. Donc, pour cette paire de moi, Hugo Leblanc, pour l'examen intra de INF 5111 groupe 20, j'ai une panoplie d'étudiants. Puis, si moi, je suis, encore une fois, l'enseignant, puis j'ai un examen pour un autre cours d'INF 4211, je vais avoir un autre batch d'étudiants. Okay? Donc, quand on lit la navigabilité, on va lire la destination, la multiplicité, puis les deux autres, ben, ça va être pour une paire de ces informations-là. Fait que si on regarde dans cette modélisation-là, ce qu'on dit, c'est que quand on a un examen, puis qu'on a un étudiant, il va y avoir de 0 à 1 enseignant qui va être considéré comme étant le surveillant de l'examen. Okay, donc, c'est ça qu'on peut lire de ce modèle-là. Il faut faire attention parce qu'on pourrait penser que de juste les relier ensemble, ça ferait la même chose. Okay, donc, de ne pas utiliser l'association n-nière, le petit losange, mais ce n'est pas le cas. Parce que le principe ici, c'est que si j'ai un enseignant, puis qu'il y a un examen, j'ai pas de lien direct avec les étudiants. Je peux pas savoir de cet enseignant-là, c'est qui les étudiants qui sont reliés à ça. Donc, dans la représentation des données, c'est pas la même chose entre les deux. Là. Okay? Donc, on ne peut pas juste utiliser des associations normales. À certains moments, ça va être des associations n-nières qui sont préconisées. Choses qui sont souvent représentées dans les bases de données, par contre, ça va être les classes d'association. Donc, le principe des classes d'association, c'est quand, dans le lien, dans la création du lien entre deux classes, il y a des informations additionnelles qui sont générées par la présence de ce lien-là. Fait qu'on va aller regarder un exemple. J'ai des programmes d'études, OK? Fait que certificat en comptabilité, baccalauréat en génie logiciel, baccalauréat en enseignement. J'ai des étudiants. Puis le principe, c'est que pour un programme d'études, j'ai plusieurs étudiants. OK, ça va bien. Puis pour un étudiant, j'ai de 1 à plusieurs programmes d'études. Hein, parce que le principe, c'est que ça se peut que l'étudiant ait changé de programme, ça se peut qu'il en ait complété un puis qu'il en fasse un deuxième. Hein, comme vous tous, après votre programme courant, vous allez tous aller switcher en informatique après mon cours. Fait que vous allez faire un certificat de développement logiciel, des choses comme ça. Fait que vous allez avoir plusieurs programmes. Puis, ben,
quand on veut avoir une information qui est connexe entre un étudiant et le programme d'études auquel il a été ici enregistré, ben, je vais avoir ici, OK, de l'association, une gentille ligne pointillée. Puis là, je vais avoir une autre classe qui va avoir des informations additionnelles. Fait que si, quand on a un étudiant puis on a un programme d'études, on pourrait dire il a complété combien de crédits? OK? C'est quoi sa date de début d'études? Donc, le principe, c'est que pour un étudiant, s'il a fait plusieurs programmes, il va avoir plusieurs inscriptions. Puis le même principe, pour un programme d'études, il va avoir un paquet d'étudiants, puis chaque étudiant va avoir sa propre partie, okay, d'informations connexes par rapport à ça. Donc, les classes d'association, ça, c'est quelque chose qui vont très souvent exister dans les bases de données. Puis, on va aller voir comment les gérer un petit peu plus tard, mais c'est le principe d'avoir des informations additionnelles sur la création d'une association entre deux classes. On peut aussi l'avoir sur des associations annières. Donc, quand j'ai un étudiant qui fait un examen sous la surveillance d'un enseignant, ça me génère une note. Okay? Puis à chaque fois qu'il va avoir ce trio-là, ça va générer une nouvelle note. C'est les classes d'association. Faire attention, les classes d'association doivent exister seulement dans un cas précis. Donc, quand j'ai entre deux classes, ce qu'on appelle des associations N à M. Donc, N à M, c'est de plusieurs à plusieurs. Donc, ici, je peux voir, j'ai l'exemple plusieurs, puis de 1 à plusieurs, avec des compagnies et des personnes. Fait que là, le principe, c'est de dire, bon, j'ai une compagnie, la compagnie peut embaucher une ou plusieurs personnes, puis la personne peut travailler pour plusieurs compagnies. Puis à chaque fois qu'on a un lien entre une compagnie spécifique et une personne spécifique, ça génère un contrat en tant que classe d'association. Fait que là, ici, dans notre modèle, on a dit qu'une personne peut travailler pour plusieurs compagnies, puis que la compagnie peut avoir plusieurs personnes. Fait qu'on a des deux bords, des multiplicités, okay, à plusieurs. Fait qu'on dit que c'est une association N à M ou de plusieurs à plusieurs. C'est dans ces cas-là qu'on va avoir des classes d'association. Pourquoi est-ce que c'est juste dans ces cas-là? Parce que si on a un 1 à plusieurs ou un 1 à 1, fait qu'on change notre modèle, puis là, on dit qu'une personne peut seulement travailler pour une compagnie. Ben là, le principe, c'est que l'information du contrat n'a plus vraiment besoin d'exister comme apport parce que si la personne peut juste travailler pour une compagnie, cette information-là peut juste être transférée dans la personne. Hein? Puis il n'y aura pas de problème parce qu'elle va juste tout le temps travailler pour une compagnie. Ça va toujours être juste une information, une position. Ça ne dépendra pas hein, si la personne, si on fait le contraste, si une personne travaille pour plusieurs compagnies, bien là, pour chacun de ces contrats, ça se peut qu'elle ait un salaire différent, ça se peut qu'elle ait une position différente. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la classe d'association. Seulement quand c'est de N à M. Encore une fois, oh oui, j'ai une question. Exactement. Donc, on va aller voir tantôt comment construire chacun de ces éléments-là devant une problématique. Mais le principe de la conception, là, c'est l'être humain qui va décider qu'est-ce qu'on met dedans. Là. Okay? Fait que c'est quelque chose de très, très, très comme subjectif qui a besoin d'avoir des connaissances de la problématique, des connaissances du domaine, pour être capable de comme sauvegarder les bonnes informations au bon endroit d'une manière contextuellement sensée. J'ai une autre question de Raymond. Non? Pas de question. Oui, oui, je t'entends.
Exactement. Puisqu'une personne travaillerait seulement pour une compagnie, pour chaque personne, j'ai besoin de sauvegarder juste un salaire puis une position. Fait que je peux directement l'associer avec la personne à la place. Exact. Ça serait superflu. Tu sais, c'est possible, mais pas nécessaire. Alright. Parfait. Fait qu'on a le principe de classe d'association. Encore une fois, les classes d'association, c'est pas pour rien que ça existe. Si tu essaies de le faire juste avec des associations, ça ne donne pas le même résultat. Donc ici, le principe, c'est que par défaut, les classes d'association vont avoir un seul élément qui vont être générés par lien spécifique. Ce que je veux dire, c'est que si moi, je suis au baccalauréat en génie logiciel, j'ai juste une inscription qui est générée par ça. Si j'avais la version juste avec des associations, je pourrais avoir deux inscriptions au même programme d'études par le même étudiant, ce qui pourrait causer des grands problèmes. On va voir aussi qu'on a des possibles versions de ça. Justement, par défaut, il n'y a pas de doublon. Mais on peut avoir, encore une fois, des propriétés. Donc, les propriétés, c'est toujours en accolade là, pour dire il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Donc, on peut dire que c'est non unique pour être capable de représenter cette variation-là. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Fait que, ensuite, on a les associations, binaires, unaires, n-ières. Là, on vient de voir les classes d'association. Là, on va aller regarder le principe d'agrégation. Donc, le principe d'agrégation, c'est une forme particulière d'association. Donc, les agrégations n'ont aucune conséquence fonctionnelle. Ça veut dire que si je mets des agrégations ou pas, ça ne change rien au produit final, à qu'est-ce que je vais écrire en SQL. Le but des agrégations, ça va être encore une fois pour communiquer une intention, pour communiquer quelque chose durant la conception. Parce qu'encore une fois, le but du diagramme, c'est un outil de communication, ça nous permet de bien représenter les choses, bien communiquer les choses, de dialoguer avec notre équipe, avec le client pour avoir la meilleure représentation possible. Hein, parce que, comme Raymond disait, je pense, comment est-ce que je fais pour décider qu'est-ce que je mets, à quel moment, avec quel lien? Ben, c'est juste ta connaissance, ton bon sens, ta vision de qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Donc, mieux tu communiques, mieux on est capable de bien représenter les choses. Donc, l'agrégation va venir nous aider à mieux communiquer. Le but de l'agrégation, ça va être d'exprimer que le lien est plus fort que juste un lien de contextualité, mais ça va être un lien d'un ensemble. OK? Donc, ça représente comme une association qui est un petit peu plus forte. Puis, on va aller voir qu'il y a deux types d'agrégation. On va avoir l'agrégation partagée, puis l'agrégation par composition, où on dit des fois aussi l'agrégation forte. Fait qu'on va aller voir chacun, voir qu'est-ce que ça implique, comment est-ce qu'on peut les distinguer, puis comment est-ce qu'on peut les utiliser. Donc, on va voir l'agrégation partagée. Fait que premièrement, le principe, c'est d'utiliser sur un des deux côtés un petit losange avec soit une couleur vide ou une couleur légère, claire ou un petit ton de gris pas trop fort. Donc, avec cette représentation-là, ce que ça veut indiquer, c'est que ça fait partie d'un tout, que ça fait partie d'un ensemble. OK? Donc, ici, j'ai un exemple où j'ai un programme d'études. Puis, dans le programme d'études, j'ai plusieurs cours qui font partie de ce programme d'études-là. Donc, hein, le mot-clé ici, c'est « fait partie de ». Donc, quand on a ce concept-là d'un tout, hein, un ensemble, on peut avoir une agrégation. Mais là, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est des agrégations partagées?
C'est parce que les éléments peuvent exister à l'extérieur de cet ensemble-là, à l'extérieur de cette connotation-là. Exemple ici, j'ai un programme d'études, où c'est que j'aurais, admettons, gestion en TI, puis j'ai un cours, INF 5111, puis ben, dans ce programme d'études-là, ce cours-là fait partie du programme d'études. Mais ce cours-là fait partie de d'autres programmes d'études aussi. Hein? Donc, si tu fais un DESS en gestion d'informatique, ben, pour ce programme-là, le cours d'INF 5111 existe aussi. Hein? Fait qu'il va aussi faire partie de cet ensemble-là. Hein? Il peut faire partie de plusieurs ensembles en même temps. Il n'y a rien de dépendant. Okay? Donc, c'est ça qui est le mot-clé, là. Quand c'est indépendant de l'ensemble, c'est de l'agrégation partagée, parce qu'on le partage avec d'autres personnes. Donc, on a ici un autre exemple. Okay? On a une salle de classe, puis on a des étudiants qui sont assignés à cette salle de laboratoire, pardon. Puis le principe, c'est que ben, un étudiant pourrait être assigné à plusieurs ou aucun salle de laboratoire, où l'étudiant pourrait exister à l'extérieur de la salle de classe. Donc, c'est de l'agrégation partagée. On a l'autre variation, qui est la composition. Donc, le principe de la composition, c'est, encore une fois, de faire partie d'un tout, de faire partie d'un ensemble, mais cette fois-ci, ça va être une relation de dépendance. Donc, habituellement, ça va être pour représenter des éléments qui sont physiques. Okay? Donc, que l'élément va faire partie d'eux, puis que si l'élément parent disparaît, l'élément qui était en dessous va disparaître avec. Fait qu'on a un exemple ici, puis encore une fois, la majorité des compositions, c'est des représentations d'éléments physiques, là, pour bien comprendre. Donc, j'ai un building, hein? Donc le DS, mettons. Puis, à l'intérieur du DS, j'ai plusieurs salles de classe. Puis, dans les salles de classe, j'ai un projecteur. Hein? Fait qu'on peut voir ici le principe d'ensemble. Dans le building, j'ai des salles de classe. Dans la salle de classe, j'ai des projecteurs. Ben, en fait, j'en ai un projecteur. Fait que là, la question, c'est qu'est-ce qui arrive si le DS il explose? OK? Ben, les salles de classe, est-ce qu'ils vont encore exister si le DS il explose? Ils n'existeront plus. Donc, on a ici une relation de dépendance à notre élément parent. Donc, quand on a cette relation de dépendance-là, quand un élément parent est détruit, que ça va amener la destruction des éléments sous lui, c'est ce qu'on appelle une composition ou une relation d'agrégation forte. Donc, si l'élément principal est détruit, les éléments sous-jacents seront supprimés aussi. Ici, on a quelques petits exemples d'agrégation puis de composition. Puis là, on se demande lesquels qui sont valides ou pas. Okay? Fait qu'on a ici un automobile avec des pneus. On a le même principe d'automobile avec des pneus, mais là, on a de 0,1. Hein, la différence, c'est 0,1 puis 1. Qu'est-ce que ça implique, ces deux différences-là? Hein, fait, comment est-ce que je fais pour lire ça? Ben, je dis que si j'ai un auto, l'auto a 4 pneus. Ça sonne logique. Puis, si j'ai un pneu, le pneu est associé à un auto ou est associé à aucun auto. Le pneu peut exister de manière libre. Ensuite, j'ai le même principe, fait qu'un auto, 4 pneus. Puis si j'ai un pneu, il est obligé d'être un auto. Fait que là, c'est un peu weird parce que ça veut dire que mes pneus d'hiver qui sont chez mon garagiste ne peuvent pas exister selon ce modèle-là. Si on a un pneu, c'est qu'il faut qu'il aille après un auto. Ce qui est un peu weird. Fait que le principe, c'est de se demander est-ce que ça marche ou pas. Hein? Fait que ici, le deuxième ne fonctionne pas. Si on regarde le troisième, même principe, on a si on a un auto, s'il y a 4 pneus, ça va bien. Mais là, si on a un pneu, on dit que ça peut appartenir à plusieurs autos en même temps. Donc, la physicalité de la chose
vient nous dire que ça fait peu de sens qu'un pneu appartienne à plusieurs voitures en même temps. Par contre, si on change notre domaine, puis on se dit, ben, on a un pneu, on a une auto, l'auto peut avoir de 1 à 2 types de pneus, c'est les pneus avant, les pneus arrière, là. Fait que des pneus d'hiver, des pneus toute saison. Puis là, on peut dire, ben, le type de pneu peut être associé à plusieurs automobiles. Puis ça, c'est correct. On peut dire que les pneus d'hiver, c'est, OK, mon char familial, mon char personnel, mon char de course, parce que, tu sais, ça a l'air que j'ai plein d'autos dans mon modèle dans ma tête. Ça fonctionne, OK, parce que c'est une agrégation partagée. Donc, on peut voir ici hein, la distinction entre ces différents éléments-là. Être capable de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai une question de Raymond. Mhm. Mhm. Effectivement. Donc, une chose qui est importante à comprendre avec la modélisation, c'est que tout dépend du problème que tu veux modéliser. Tout dépend de la situation que tu veux avoir. Si je suis en train de représenter, je sais pas moi, la simulation aérodynamique d'automobile, le principe d'avoir un auto, puis d'avoir des pneus, puis que ça soit un tout, puis que ça soit toujours obligé d'être pogné ensemble, c'est normal, tu sais. Fait que tout dépend du contexte dans lequel tu es en train de faire ta modélisation. Hein? Parce que le principe, c'est de vouloir représenter le problème. Ouais. Oui. Puis, un petit oui-dire cocasse de cours de conception puis de cours de modélisation, c'est que dans des cours de modélisation, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste celle que tu n'es pas capable de défendre autour d'une bière. Donc, le principe, c'est que faut juste que tu aies une idée derrière, une intention. Exact, exact. Il faut que tu sois capable de l'argumenter, tu sais, c'est ça le principe. J'ai une autre question de Sophie. Mhm. Mhm. Ben, ici, le principe de l'agrégation forte, hein, c'est de dire que si cet élément-là euh, disparaît, est-ce que les pneus disparaissent aussi avec? Hein? Donc, effectivement, comme ils ont été refusés par rapport à leur cardinalité, mais en fait, c'est la cardinalité qui va décider c'est quoi l'agrégation. Parce que si on a une cardinalité multiple, ça veut dire que c'est une agrégation partagée, parce que ça se peut qu'il y ait plusieurs liens. Puis si on a une cardinalité ou une multiplicité unique, ça veut dire que c'est relié juste à un, c'est là qu'on va avoir une composition. Donc, c'est la cardinalité qui décide c'est quoi le type d'agrégation. Fait que c'est pour ça que si on le refuse sur le point de vue de la cardinalité, parce que c'est comme ça qu'on décide l'agrégation. J'ai une autre question de Mathieu. Exact. Mais c'est ça, on dit que ça peut exister sans la voiture, mais si il est rattaché à la voiture, c'est là que l'agrégation forte devient intéressante. S'il est rattaché à la voiture, puis la voiture disparaît, le pneu part avec. Fait que là, si on dit en dessous, mettons, puis on dit que mon automobile a des pneus d'hiver, OK? Si mon automobile disparaît, est-ce que le concept de pneus d'hiver disparaît? Non. Donc, c'est une agrégation faible, c'est une agrégation partagée, parce qu'il n'y a pas de dépendance entre les deux. Excellent. Parfait. Donc,
On va se prendre, fait qu'on vient de voir les différents types d'associations. On va aller voir un autre type de flèches, les flèches de généralisation. Mais avant ça, on va se prendre une deuxième petite pause. On va revenir à 19h55, puis on va reprendre avec la généralisation, puis après ça, les étapes de conception devant une problématique. Fait que petite pause, retour à 19h55. À tout de suite. Donc, on va reprendre avec le principe de la généralisation. Donc, on vient de voir comment faire des associations, comment rajouter des contextes, comment rajouter encore plus d'emphase sur le contexte d'ensemble avec les agrégations. Là, on va aller dans une autre direction, qui ne représentera pas des associations. Ça va utiliser des traits, là, mais il faut faire attention, ce n'est pas des contextes sur les données quand on travaille avec la généralisation. Donc, le but de la généralisation, c'est que souvent, quand on va créer les différentes classes, on va se rendre compte qu'il existe des attributs communs aux différentes classes. OK? Fait que j'ai, mettons un exemple où j'ai des étudiants, j'ai des associés de recherche, j'ai des employés administratifs, puis tout le monde a un nom, une adresse, une date de naissance. Fait que dans des cas où j'ai des informations qui sont dupliquées, quand je commence à faire plein de copier-coller entre mes différentes classes, habituellement en informatique, quand tu fais un paquet de copier-coller, là, il y a habituellement des voyants dans ta tête qui devraient s'allumer là, pour dire « Ouais, peut-être que c'est pas la meilleure version des choses. » Fait que on va avoir un mécanisme, ou en tout cas une manière de représenter des informations avec la généralisation qui va nous permettre de prendre des informations puis d'être capable de les sortir pour pas que ça soit copié, puis d'avoir aussi une meilleure vision, une meilleure explication des choses. Donc, la généralisation va être pour représenter des éléments communs que je vais vouloir mettre à une seule place, puis d'être capable de dire que voici des éléments qui vont retirer les informations de cet élément-là. Ça ne représente pas des liens d'association, ça ne représente pas du contexte entre les données, ça représente en fait des copies d'informations d'une place à une autre. Fait que comment est-ce que syntaxiquement, comment est-ce que graphiquement parlant, je représente la généralisation? Bien, je vais utiliser entre deux classes une flèche, faire attention, une flèche fermée. Donc, ça diffère de qu'est-ce qu'on a vu avec les associations qui utilisaient une flèche ouverte. Donc, c'est ça la distinction, il faut faire attention à ça. Donc, on a une flèche fermée pour la généralisation, la spécialisation, okay? Donc c'est synonyme. En fait, ce nom-là là, de mécanisme a plusieurs noms dépendamment de à qui tu demandes. Donc, ça peut être appelé la généralisation, ça peut être appelé la spécialisation, ça va parler d'héritage. Okay? On va parler de super classe ou de classe enfant, classe parent. Donc, tous ces éléments-là là, parlent tous de la même chose. C'est juste des termes dépendamment de à quel sous-domaine tu demandes les informations. Donc, le principe, c'est qu'on a une flèche fermée, habituellement soit avec une couleur vide ou une couleur légère, du gris pâle. Puis, ce que ça représente, c'est que ça pointe vers la version générale. Donc, si on regarde ici l'exemple, on a une personne. La représentation d'une personne, donc un nom, un prénom, un nom de famille, une date de naissance. Puis ça, c'est une information qui va être commune à plusieurs autres classes. Fait que ici, on dit qu'on a la classe parent, okay, la classe généralisée, la super classe, c'est tous des termes qui sont synonymes. Puis on va avoir des classes qui pointent vers cette super classe-là, cette classe parent-là, cette classe générale-là. En dessous de cette classe générale-là, on va avoir des sous-classes ou ce qu'on appelle des classes spécialisées ou des classes enfants. Encore une fois, c'est toutes des choses qui sont synonymes. Puis le principe, c'est que quand j'ai cette flèche-là,
ce que ça dit de l'employé, c'est que oui, il va y avoir des caractéristiques, des attributs dans l'employé spécifiques à l'employé, mais ils vont aussi copier tous les attributs de la personne. Okay? Fait que dans l'employé, je n'aurai plus besoin d'écrire le prénom, le nom de famille, la date de naissance, parce que ces informations-là vont être indiquées dans la personne, puis moi, je vais avoir mis la flèche qui dit « Je vais aussi prendre tous les attributs de cette classe-là ». Donc, on a cette hiérarchie-là possible, puis cette hiérarchie-là va être ce qu'on dit transitive, donc ça va être accumulative. Donc, le principe, c'est que oui, OK, j'ai une personne qui a un nom-prénom, là, j'ai un employé qui pourrait avoir un salaire, puis là, j'ai, mettons, un professeur qui pourrait être avec une spécialisation, un domaine d'études. Ben, le principe, c'est que le professeur va avoir copié tous les attributs de l'employé, puis étant un employé, je vais avoir copié tous les attributs de la personne. Fait que le professeur va avoir le nom, le prénom, la date de naissance, le salaire, puis son domaine de recherche, mais la seule chose que je vais avoir besoin de spécifier dans cette classe-là, c'est le domaine de recherche du professeur, la seule information qui est spécifique à cette classe-là. Donc, en mettant les flèches, ça permet de copier les différents attributs pour être capable de gérer ça. On a un cas particulier quand on travaille avec les classes où ça se peut que je fasse une généralisation, mais que cette généralisation-là, je ne veux pas qu'elle soit utilisée comme donnée seule, okay, indépendante dans mon système. Donc ici, je reprends l'exemple, admettons, de mes employés, mes étudiants, c'est des personnes. Donc, dans mon système, admettons, je veux être capable de dire, oui, j'ai des employés, puis ils vont avoir les attributs de personnes. Oui, je vais avoir des étudiants, ils vont avoir les attributs de personnes. Mais je ne veux pas avoir dans mon système une personne qui n'est pas un employé ni un étudiant, une personne qui est comme pas contextualisée. Donc, pour être capable de représenter cette contrainte-là, on va avoir le principe de la classe abstraite. Donc, la classe abstraite me permet de dire, oui, c'est une généralisation, oui, c'est une classe, une superclasse, une classe parent, une classe généralisée, mais je ne veux pas que dans mon système, j'aille des objets, j'aille des données qui soient seulement associées à cette classe-là. Je veux toujours que ce soit la spécialisation, la sous-classe, la classe enfant qui va être utilisée quand je vais vouloir parler d'une information spécifique de mon système. Donc, comment je fais? Est-ce que pour représenter ça, j'ai les accolades, hein, les options, les propriétés, c'est le mot-clé abstract qui est rajouté pour indiquer cette information-là. Donc, généralisation, possibilité de classe abstraite pour les classes générales, ok? C'est une option. Ce qui nous reste à regarder, on a l'héritage multiple qui est possible, donc d'être capable de aller chercher plusieurs éléments. L'héritage multiple, c'est pas quelque chose qu'on va voir souvent parce que c'est extrêmement difficilement modélisable en base de données, puis c'est très peu de langages de programmation qui implémentent cette fonctionnalité-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Fait que, si on prend un petit exemple, j'ai le diagramme suivant. Donc, ici, on a deux diagrammes, là, un à gauche, un à droite. Un qui est sans la généralisation. Fait qu'on peut voir ici qu'on a des étudiants, des assistants de recherche, des employés, puis qui ont toutes les différentes attributs qui se répètent. Fait que ce que je peux faire, c'est le transformer. Donc ici, à droite, là, on a on a la version okay, avec généralisation. Fait que on a pris les éléments qui étaient communs à tout, on a créé la personne, puis là on a dit qu'une personne peut être soit un étudiant, soit un employé. L'étudiant garde l'attribut qui lui est propre, le numéro de matricule. Mais toutes les autres informations, c'est des informations générales qui sont à la personne. Sinon, on a des employés, puis on a deux types d'employés, les employés de recherche et les employés administratifs, qui ont toutes les deux le account number, fait qu'il y a encore un élément qui est spécifique. Puis on est capable d'aller chercher tous ces éléments-là d'une manière plus conviviale. On a moins de dédoublement d'informations. C'est les mêmes relations. Là. C'est juste qu'avec la généralisation, on est capable d'avoir ça d'une manière plus concise.
Comment est-ce que je fais pour être capable de prendre une situation puis de transformer cette situation-là en diagramme de classe? Hein, parce que c'est ça le but de la conception, c'est d'être capable de prendre une problématique, de parler à un client, puis d'être capable de dire « Pas de problème, je vais te faire une base de données qui va être capable de gérer tes problèmes. » Donc, en ce moment, c'est... Puis là, ici, le mot impossible devient de plus en plus flou. OK, donc, avec les derniers avancements d'intelligence artificielle, on commence à être pas mal proche que ce soit plus impossible, mais on va dire extrêmement difficile et complexe d'extraire des classes à partir d'un texte ou de langage naturel. Hein? Je peux difficilement dire, le client, donne-moi un document Word là, de 5 pages de texte qui décrit ton problème, puis je donne ça à un ordinateur, puis ça va me générer le diagramme de classe, la base de données. Encore une fois, le mot impossible maintenant est plus approprié, mais ça reste difficile, complexe, prône à l'erreur d'être capable de faire ça. Fait qu'habituellement, ça va être un concepteur, un professionnel de la modélisation qui va prendre ce document-là, qui va parler au client, puis qui va modéliser, conceptualiser la base de données en commençant avec le diagramme de classe. Fait qu'on va avoir un exemple ici qui nous dit qu'est-ce qu'on va faire. L'atelier de cette semaine va porter aussi là-dessus. Encore une fois, le principe ici, c'est que l'atelier est vraiment pour une exploration de la chose. C'est pas des choses que je vais vous demander en évaluation. Là. Je vous demande pas de commencer à pratiquer vos habiletés de conception. On va aller voir des éléments plus spécifiques quand on va en avoir besoin, mais c'est pas une habileté que je vous demande de développer, de maîtriser dans le cours. Mais on va le regarder quand même pour comprendre comment ça fonctionne, pour que quand il y a du monde qui fasse autour de vous, que vous compreniez c'est quoi le processus, le procédé. Donc, il existe des lignes directrices quand on veut prendre une problématique, habituellement dans un texte, puis être capable de créer le diagramme de classe correspondant. Fait qu'habituellement, on va prendre les noms à l'intérieur du texte, puis ça va souvent représenter les différentes classes. Les adjectifs autour des noms vont habituellement représenter des attributs. Puis les verbes vont habituellement indiquer les opérations. Donc encore une fois, nous autres, on fait fi de ça parce qu'on va modéliser des bases de données, pas des logiciels. Ici, le mot-clé, c'est habituellement. Okay? Donc, il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de minutie à faire attention. Okay? C'est un art, c'est pas une science, la conception. Donc, ici, on a un petit exemple. Donc, on dit, mettons, je veux un système de gestion de bibliothèque. Okay? On stocke des utilisateurs, ils ont un identifiant, leur nom, une adresse. Puis, ils vont, comme bibliothèque, je vais aussi sauvegarder des livres qui vont avoir un titre, un numéro, un auteur, puis un numéro d'ISBN. Puis là, on dit que, par exemple, une personne comme Anne Foster pourrait vouloir utiliser la bibliothèque. Fait que là, je suis comme, OK, pas de trouble. J'essaie de faire la modélisation de ça. J'ai des livres, j'ai le titre, l'auteur, l'ISBN, j'ai les utilisateurs avec un numéro identifiant, un nom, une adresse. Là, je suis comme, OK, la dernière ligne, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Le principe, c'est que tu fais rien avec ça. Ça fait pas partie du modèle que tu veux représenter. C'est une minutie des données que tu vas faire une fois que ça va être en opération. Donc, il y a une grosse partie de bon sens à la conception, de juste garder les éléments importants. Des fois, tu as des exemples qui ne doivent pas être directement modélisés, mais qui te donnent des informations connexes à ce que tu as besoin de faire. Donc, c'est complexe, difficile, puis prône à l'erreur, la modélisation. C'est quelque chose qui est très fatigant, puis que la seule manière de dire que tu as fait une bonne modélisation, c'est si tu es capable de la défendre devant un argumentaire contraire. Fait que juste pour se donner un exemple, on va aller regarder un exemple de modélisation d'un système universitaire. Fait que ici, on a une série de requis, ou en tout cas quelque chose qu'on se serait fait donner comme besoin. Puis on dit, fais-moi le diagramme de classe qui va donner une base de données pour être capable de gérer ça. Fait que, OK, on peut passer au travers. Donc, une université, OK, se compose de plusieurs facultés. Puis chaque faculté a divers instituts. OK, on a des facultés qui ont, chaque institut a un nom. Puis une adresse est connue en plus pour chaque institut. OK, parfait. On dit que la faculté est dirigée par un doyen, c'est un employé de l'université. On a un nombre total d'employés. Les employés ont un numéro de sécurité sociale, un nom, une adresse courriel. Il y a une distinction entre du personnel de recherche et du personnel administratif. Ça reste des employés pareils.
On a des associés de recherche qui sont associés à un institut. Ils ont un domaine d'études que chaque associé de recherche peut être reconnu. Là, faire attention, hein, ici, ça dit des chercheurs, mais on sait que c'est des associés de recherche. Des fois, c'est des mêmes noms, mais ça ne veut pas rien dire. C'est pas nécessairement exactement le même nom, mais ça représente le même concept. Les associés de recherche peuvent être impliqués dans des projets qui vont être un nombre d'heures, un nom, une date de début, une date de fin. Puis, certains associés de recherche peuvent organiser aussi des cours. Dans ce cas-là, ils sont appelés des conférenciers, des lecturers en anglais. Puis les cours ont un numéro d'identifiant, un nom, puis une durée hebdomadaire. Là, t'es comme, OK, j'ai tout ça. Là, j'ai besoin de faire la conception avec toutes les tables, tous les attributs, toutes les associations, les généralisations. Comment est-ce que je fais ça? Ben, comme n'importe quoi, on a des processus. Ça va se faire par étapes. Fait qu'on peut commencer en disant, ben, la première étape, ça va être d'identifier les classes. OK? Fait que j'ai ici le texte, le même texte que précédemment. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, ben, j'ai différents mots que je souligne. Puis ça va être ça, les différentes classes de mon problème. Fait que j'ai l'université, j'ai la faculté, j'ai les instituts, j'ai le doyen, j'ai des employés, j'ai des assistants de recherche, j'ai du personnel administratif, j'ai des projets, j'ai des cours, j'ai des conférenciers. C'est les noms qui sont à l'intérieur de mon texte. Mais là, il faut faire attention parce que c'est pas parce que c'est un nom que c'est nécessairement une classe. Fait que des fois, il va falloir comme épurer un peu puis se poser des questions sur est-ce que j'ai vraiment besoin de modéliser ça? Est-ce qu'il va y avoir vraiment des attributs à l'intérieur? Fait qu'il y a des choses comme, mettons, le doyen. Là. Okay? Oui, c'est un verbe, mais sa seule capacité, c'est d'être un employé d'université. Fait qu'en fait, c'est l'employé qui va être un doyen puis qui va avoir un lien contextuel comme étant un doyen d'un institut ou d'une faculté. Fait que la classe doyen n'a pas d'informations additionnelles. Donc, je peux l'enlever de mon élément. Même chose, en fait, avec université. Le principe, c'est que mon système que je veux représenter, c'est l'université. L'université elle-même n'a pas d'attributs qu'il va avoir à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça serait toute cette boîte-là là, qui serait l'université au complet. Fait que j'ai pas besoin de ces classes-là, donc il y a toujours un principe de faut faire attention, c'est pas parce que c'est un nom dans le texte que c'est nécessairement une classe. Ça vient avec l'expérience de bon sens. Encore une fois, je vous demande pas de devenir des pros de ça, c'est juste de comprendre le processus, de comprendre les possibilités derrière. Fait que là, on a nos différentes classes. Deuxième étape, ça va être d'identifier les différents attributs de chaque classe. Fait que là, pour chacun dans le texte, encore une fois, quand on va parler de quelque chose, on va aller chercher des adjectifs à cet élément-là qui vont être les différents attributs. Fait que quand je mets les différents attributs, je mets le nom, le 2 points, le type. Là, ici, il y a une visibilité avec le plus. Là, nous autres, on ne checkera pas ça. Il y a aussi le counter ici qui est un élément de classe que nous, on n'a pas regardé parce que c'était juste pour les logiciels. Fait que nous autres, on peut mettre ça de côté. Là. Mais le restant, les instituts ont un nom, il y a une adresse, les associés de recherche ont un domaine, on a des projets avec un nom, une date de départ, une date de fin, on a des cours avec des noms, avec un nombre d'heures par semaine, donc tous les autres éléments deviennent des attributs dans ma schématisation, dans mon diagramme de classe. Une fois que j'ai défini les attributs, je vais vouloir identifier les différentes relations. Fait qu'une fois que j'ai les classes, il va falloir que je mette des liens entre les affaires. Fait que la première chose habituellement que je vais essayer de spotter, ça va être les généralisations. Il y a 3 types de relations. Là. Les généralisations, les associations, puis certaines associations vont être des agrégations. Fait que habituellement, je commence avec les généralisations parce que c'est le plus facile à spotter. Quand j'ai des éléments qui ont des thèmes communs ou des attributs communs, je peux être capable de les associer ensemble. Donc ici, j'ai l'exemple où c'est que j'ai des employés qui sont des employés administratifs ou sinon des associés de recherche. Puis les associés de recherche peuvent être des enseignants, des lecturers, des conférenciers. Donc, on a tous ces éléments-là qui peuvent être généralisés. Fait qu'on peut voir ici qu'on a l'employé, puisqu'on n'a pas de terme spécial pour l'employé, on peut dire que c'est abstrait. On va vouloir tout le temps que ce soit un employé de recherche, soit un associé, un employé administratif ou un associé de recherche. Donc, on a les flèches de généralisation, puis là, pour l'associé de recherche, ça peut être en plus
un conférencier, un lecturer. Donc, on a une double généralisation. Une fois qu'on a ça, on va avoir ensuite les agrégations. Donc, encore une fois, habituellement, les agrégations, ça peut être soit des agrégations fortes, des compositions, ou sinon des associations faibles pour l'agrégation partagée. Donc, habituellement, quand on a une dépendance, habituellement dans des éléments physiques, donc la faculté a plusieurs instituts, donc on a l'agrégation forte, la composition avec le losange plein. Donc, on a l'exemple de facultés, instituts qui sont comme reliés ensemble. Puis, on a aussi, on va en avoir d'autres, on va le regarder après ça dans l'exemple. Puis, il va rester à la fin les associations finales. Donc, des fois, comme il y a certaines parties du texte qui vont devoir être représentées seulement dans des associations. Comme admettons ici que la faculté est gérée par un doyen. Donc, on a ici le lien qui représente le doyen qui était initialement une classe qu'on s'est rendu compte que peut-être que ça n'avait pas sa place. Donc, l'employé est le doyen de la faculté. On a le même principe, les agrégations partagées. Donc, on a des instituts, on a des employés de recherche. Ça peut être qu'ils sont à plusieurs instituts, parce qu'ils sont affectés à au moins un institut. Donc, quand on a une agrégation avec une cardinalité, une multiplicité avec plusieurs, c'est que c'est automatiquement partagé. Puis, on a ensuite le principe des fois, on va avoir des classes d'association. Donc, on a le principe j'ai des sociétés de recherche, on avait un projet, puis on a un nombre d'heures quand la société de recherche est associée à un projet. Donc, quand la société de recherche a un projet, il y a un nombre d'heures de participation qui est inclus, puis ça va être pour chaque projet, pour chaque associé, quand on a un lien entre les deux, ça génère cette information-là additionnelle. Puis là, le dernier pour les cours, même principe, le lecturer donne des cours, puis on a juste le lien direct. Fait que quand on rapatrie tout ça ensemble, on a nos différentes classes qui ont différents types de liens. Donc, des fois, juste des lignes d'association, des fois des classes d'association, des fois des agrégations partagées, des fois des compositions. On a des relations de généralisation. Puis, on a ici un modèle complet de la gestion de l'université que j'ai demandé précédemment. Le restant les diapos, là, on ne va pas les regarder parce que ça parle de génération de code de Java. Ce n'est pas des choses qui nous intéressent. Donc, ça fait le tour des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc, on a vu aujourd'hui le principe de modélisation. Donc, on se disait que quand on travaille avec la conception de la base de données, on voulait faire ça en 3 étapes différentes. Là, on vient de voir la première étape, qui était la conception du diagramme de classe. On ne s'est pas arrêté à les restrictions en ce moment d'une base de données. Donc, on va voir la semaine prochaine le principe de diagramme d'entité-relation qui va nous permettre de prendre le diagramme de classe puis de le transformer avec certaines règles pour être capable de prendre en considération les problématiques possibles qu'on va avoir dans des bases de données. Puis on va aller voir comment prendre ces diagrammes d'entité-relation-là pour être capable de les transformer en commandes, en instructions SQL pour créer nos tables dans une base de données. J'ai une question de Jean. Bonjour. Mm-hmm. Exactement. On n'est pas rendu là. on a 30% de chemin de fait. Fait que c'est ça. Là, la première étape, c'est vraiment pour penser au problème. Puis on a parlé tantôt de comment c'est compliqué, de comment il faut comme prendre des choses, laisser des choses, vraiment comprendre la problématique, de comme parler avec le client. Fait que le principe, c'est qu'on ne veut pas se mettre par-dessus les responsabilités de devoir penser, OK, ben là, c'est une base de données, j'ai pas le droit de faire ça, il faut que je fasse ce genre de choses-là, il faut qu'il y ait une clé primaire, des clés. Fait que c'est pour ça qu'on sépare ça en étapes pour se dire, là, je pense juste au problème, je vais faire le diagramme de classe, puis une fois que j'ai le diagramme de classe,
j'ai des procédés qui vont me permettre de me rendre à la création de tables avec des commandes SQL. Mais ça, c'est pour nous du futur. J'ai une autre question de Jean-Marc. En fait, l'exercice de cette semaine, c'est celui qui est dans la partie de conception sur le site de cours. Donc, on s'en va voir ici. J'ai dit ici. Nous, ce qu'on va vouloir faire cette semaine, c'est l'atelier de conception, OK, qui va être une mise en situation. Puis, on te demande de créer ce diagramme-là. Donc, il ne faut pas le regarder, le diagramme, c'est la solution. Donc, le principe, c'est de prendre une mise en situation puis d'essayer de construire le diagramme de classe. Encore une fois, là, c'est juste pour l'atelier. Okay? Si vous n'êtes pas super habile à faire ça, c'est pas une problématique en tant que telle. C'est normal. C'est pas le genre d'habileté qu'on demande de maîtriser dans le cours. C'est juste d'avoir une compréhension de surface. Oui. Donc, dans le cours, on a la section conception. Ouais. Oui, ici, c'est que en fait, j'ai inséré le cours de conception entre les deux. Fait que c'est normal qu'on n'a comme pas le. Ah. Non, c'est ça, c'est ce qu'on fait la semaine prochaine. Pas de problème. Parfait. J'ai une autre question de Raymond. Oui, exact. Ben, le principe ici, c'est que si tu essaies de faire l'atelier et que tu as de la misère, ne va pas canceller le cours. OK? Le but de l'atelier de cette semaine, c'est un peu exploratoire pour voir comment est-ce qu'un concepteur est capable de le faire. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez capable de compléter l'atelier et d'avoir la solution exacte avec la quantité de matière qu'on a eue. Exactement. Là. Puis c'est pas quelque chose que je vais demander non plus dans l'examen ou dans un travail pratique. Exact. Exact. Parfait. Donc, ça serait la fin de notre cours magistral de ce soir. On se revoit, nous, la semaine prochaine pour aller regarder la deuxième partie, la conversion en diagramme d'entité-relation, le Entity Relationship Diagram ou le ERD, le ERD. Puis on va aussi recommencer notre track de programmation pour aller voir le principe de fonction qui va nous permettre de rappeler des blocs de code avec des entrées puis des sorties qui vont nous permettre d'avoir des algorithmes encore plus complexes que ce qu'on avait auparavant. Donc, à la semaine prochaine.